Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine La Voix de l'Université catholique du Congo UCC, qui en ce jour se propose de recevoir pour vous par terre d'éminents scientifiques que vous allez découvrir. Mais nous ne nous présenterons pas seuls, nous serons en compagnie de notre confrère de la radio-télévision nationale angolaise, Serge Kaloubi. Bienvenue Serge. Merci Hugues, merci à vous chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de parler de la science et partager les connaissances avec les savants, on peut les appeler ainsi, les savants congolais, les éminents professeurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de 60 ans. 60 ans d'existence, 60 ans d'enseignement, 60 ans, si je peux me le permettre, de publication de l'Université catholique du Congo. Merci Serge Kaloubi. Et pour les présentations, nous serons en présence de M. l'abbé professeur Abbé Santedi, recteur de l'Université catholique du Congo. Bienvenue, M. l'abbé. Merci, cher journaliste, cher Hugues. Merci. Voilà. Et nous serons également en compagnie de Madame la professeure Claudine Chimanga de la faculté d'économie et développement, et à qui nous dirons bienvenue, Madame la professeure. Merci beaucoup. Voilà. Madame la professeure, pourquoi vous autorisez qu'on puisse féminariser la qualité de professeur, alors que quand on parle de ministre, on reste sur madame, le ministre de tel, on ne féminarise pas généralement. Bon, en fait, c'est la liberté de chacun. Moi, je ne m'arrête pas à la qualité, la professeure, le professeur, mais c'est plutôt le contenu qui importe. Merci bien. Voilà. Et enfin, nous aurons comme invité monsieur le professeur Abbé André Kabasele, directeur directeur de rédaction du Centre d'études de religion africaine CERA. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Et je suis en fait directeur du centre, pas seulement directeur de rédaction. Je suis directeur de rédaction de la revue, mais plutôt directeur du Centre d'études des religions africaines. Je suis aussi professeur d'exégèse à la faculté de théologie à l'UCC. Très bien dit. Ensemble avec nos invités, nous parlerons science. Serge Kaloubi, vous l'avez si bien souligné. La première question s'adresse à monsieur l'abbé professeur recteur Léonard Santedi. 60 ans après, l'Université catholique du Congo a produit tant de publications, ouvrages scientifiques, et objet de notre émission de ce jour. Qu'en est-il 60 ans après ? Bien, merci pour cette belle opportunité que vous m'offrez de parler de la vie scientifique à l'Université catholique du Congo. En fait, nous avons célébré les 60 ans de l'Université catholique du Congo en 2017. L'Université catholique du Congo tire ses origines au sein de l'Université Lovanium, qui date de 1954. Et en 1957, on a érigé la faculté de théologie, qui est donc une faculté mère au sein de l'Université catholique du Congo, d'où 60 ans, 1957-2017. Et donc, c'est en 2017 que le Saint-Siège érige la faculté de théologie avec le décret Afrorum Amplissimas Regiones, qui a alors accordé l'ouverture d'une faculté de théologie au sein de l'université Lovanium et qui donnait aussi les titres d'université catholique à l'université Lovanium. Et depuis lors, la faculté de théologie existe. Et bon, après la réforme de l'UNASA, et donc les évêques ont eu la possibilité avec la faculté de théologie d'avoir ce qu'on a appelé faculté de théologie catholique de Kinshasa, ici à Kinshasa, avec le département de théologie, le département de philosophie et religions africaines, le département de théologie et sciences humaines, et ensuite d'autres facultés qui sont venues. Alors c'était devenu les facultés catholiques de Kinshasa, avec faculté d'économie et développement, de communication sociale, et enfin, c'est devenu alors l'Université catholique du Congo. Donc, dans cette belle histoire-là, ce beau parcours, ce qui a été au cœur des initiateurs de cette faculté, de cette université, c'est vraiment d'allier l'enseignement, la recherche et le service à rendre à la société, mais une recherche
qui se fait jour au jour avec des publications de grande qualité scientifique, des centres d'études et aussi des observatoires. Et donc, ce qui fait la vie et la richesse d'une université, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Monsieur l'abbé recteur, pourriez-vous estimer le nombre de publications faites par vos différentes facultés en ce jour? Une estimation? Alors, je dirais que il y a une gamme prodigieusement variée de publications, insaisissables. Donc, allant de la faculté de théologie avec la revue africaine de théologie, avec les collections Église africaine en dialogue, collection semaine théologique, la faculté de philosophie avec les semaines philosophiques, avec rationalité africaine, tout cela. Vous avez les centres d'études des religions africaines, le directeur en parlera, avec les revues, les colloques, et même ce qu'on a appelé les jeunes facultés quand elles sont venues. La faculté d'économie s'est fait remarquer avec la publication de l'observatoire, et vous aurez aussi ici cette gamme. La faculté de communication sociale, avec la revue africaine de communication sociale. Vous avez maintenant la jeune faculté de droit avec les annales juridiques africaines, ou même les collègues d'autres universités de la place Lunikine et d'autres publient dans cette revue. Alors, vous avez la revue de droit canonique, vous avez maintenant les jeunes sciences comme les sciences politiques, enfin, les jeunes facultés, pas les jeunes sciences, les jeunes facultés, qui commencent déjà à peaufiner des textes pour les publications. Et donc, je dois me réjouir de cette tradition qui s'est maintenue tout au long de ces 60 années. Je voudrais vous dire une petite, un avis. Paix à son âme, Monseigneur Vanès, qui a été le premier doyen en 1957 de l'Université catholique, quand il est venu pour les 50 ans, alors en 2007, il a dit: maintenant je peux m'en aller en paix, car quand nous avons commencé ces revues, la revue africaine de théologie, les cahiers des religions africaines, mes collègues en Belgique m'avaient dit: mais tout cela, ça va disparaître quand vous allez rentrer en Europe. Mais maintenant, je reviens quelques années après mon héritage, et je trouve que ces cahiers des religions africaines, ces revues, sont toujours là, publiées. Alors, vraiment, coup de chapeau à l'Université catholique du Congo. Monsieur l'abbé Saint-Teddy, je crois avoir bien prononcé, et c'est l'occasion pour vous et nous de corriger la prononciation de votre nom, parce que la plupart vous appellent Saint-Teddy. Alors, j'ai loin de moi l'intention d'écourter votre réjouissance. 63 ans exactement après, êtes-vous fier de produits de l'université catholique qui a pu voir le jour? L'université, bien sûr, ça fait, si ma mémoire ne me trompe pas ou ne me trahit pas, 10 ans déjà. Et au jour d'aujourd'hui, pourquoi les publications de l'université ne sont pas connues? Est-ce que vous souffrez de la maladie congolaise où l'on invente sans faire connaître et on arrive à taire les inventions dans ce monde de silence et de l'inconnu? Alors, merci, cher ami. Je crois que je pourrais souligner deux choses. D'abord, il faut dire que dans le monde scientifique, que ce soit africain, même international, des revues de l'Université catholique du Congo sont connues et reconnues. La revue africaine de théologie, vous irez à Louvain, vous irez à l'Institut catholique de Paris, et même à la Grégorienne ou bien à Tübingen en Allemagne, vous trouverez ces revues-là. Et donc, il y a une tradition avec la revue philosophique africaine, mais qui peut-être au fil des années s'était un peu estompée. Hein? Peut-être au fil des années, nous avons le devoir, nous autres, de revenir à la charge. Par exemple, le directeur du Centre d'études des religions africaines vous parlera de l'historique des cahiers des religions africaines, qui à un moment donné, peut-être, ça avait tari, et maintenant ça reprend de plus belle. Et donc, il faudrait dire que il y a quand même une connaissance des revues de l'Université catholique du Congo. Mais il faut faire plus.
Il faut faire plus et vous êtes là aussi comme organe autorisé pour faire connaître ces publications. En tout cas, nous avons la responsabilité, quand nous publions, d'envoyer, alors nous avons des partenariats avec plus d'une cinquantaine de bibliothèques dans le monde et des revues, des partenariats avec les grandes revues. Et donc nous avons la responsabilité d'envoyer ces revues auprès de nos partenaires. Mais maintenant, il nous faut davantage en parler à notre public congolais. Le public congolais qui connaît l'Université catholique du Congo puisse aussi connaître les publications. Par exemple, à l'occasion de 60 ans, une grande publication, un copieux volume sur christianisme et rationalité et destinée de l'Afrique, où des savants, des éminents professeurs venus de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord ont pu cogiter pendant quelques jours sur la destinée de l'Afrique. Comment la science, qui refuse la fatalité, qui refuse la futilité, peut se mettre à penser l'avenir. Et un avenir qui soit reluisant, scintillant et rayonnant, un avenir fructueux pour l'Afrique, pour la RD Congo bien sûr, mais pour l'Afrique. Voilà une publication dans ces numéros. L'Observatoire qui fait l'étude sur les politiques économiques du pays, la professeure Madame Claudine Chumanga en parlera. Voilà une publication bien pointue et pointillée sur des questions économiques pour l'avenir du pays. Il faut que ça soit connu. Alors donc notre tâche et notre responsabilité, c'est d'en parler et sans fausse modestie, je dirais, je suis fier des fruits et des publications de l'Université catholique du Congo. Voilà, nous reviendrons à vous, monsieur l'abbé recteur. Je me tourne du côté du professeur abbé André Kabasele. Le Centre d'études des religions africaines dispose d'une autorité dans le monde scientifique, et notamment sur le continent africain, et c'est là à travers le cahier des religions africaines. Pouvez-vous nous dire quelle est la ligne conductrice des publications y contenues? Bon, voilà, le Centre d'études des religions africaines, c'est le premier centre de recherche fondé en 1966 déjà, au sein de la faculté de théologie. Donc, on a dit que la faculté de théologie, le recteur l'a rappelé, était créée en 1957. Il faut qu'on se rende compte que c'est avant les indépendances. Donc c'est dans un contexte où les Africains voulaient affirmer leurs identités et aussi affirmer la ligne dans laquelle ils voulaient s'orienter désormais. Alors, le fameux professeur aujourd'hui décédé, paix à son âme, Vincent Moulago a été l'initiateur de ce centre. C'était d'ailleurs le premier directeur. Et le centre, créé en 1966, a reçu comme mission de mener des recherches sérieuses, rigoureuses, sur les religions, les croyances et les coutumes africaines. Mais, attention, traditionnelles et modernes. Parce que quand on parle de culture africaine, souvent on pense à la culture traditionnelle comme des choses passées. Mais la culture est dynamique. Donc c'est aussi la culture d'aujourd'hui, la culture de demain. Donc c'est alors étudier sérieusement, de manière scientifique, les cultures, les coutumes et les croyances africaines. Bref, la culture africaine. Et deuxièmement, comme but, c'était de créer cette revue, les cahiers des religions africaines, comme organe régulier du Centre d'études des religions africaines. Et aussi créer une collection où on peut publier des livres, des ouvrages, des monographies sur les mêmes thèmes, sur les croyances, sur les coutumes, sur la culture africaine. On peut publier des ouvrages et on a une série d'ouvrages comme ça publiés dans cette collection-là. Et puis, organiser des colloques internationaux qui invitent des gens de tous horizons pour réfléchir sur la culture africaine, l'impact de cette culture, son rôle, son évolution et ce qu'elle peut apporter à notre marche en tant qu'Africains, à notre marche dans le monde. Alors, les cahiers des religions africaines ont commencé à apparaître dès 1967.
le premier numéro a paru en 1967. Ça fait donc combien? 53 ans. 54 ans aujourd'hui. 53 ans. 53 ans que cette revue paraît. Donc c'est quand même, il faut le faire. Hein. Au Congo, il faut le faire. Bon. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et on voit comment de couverture en couverture, cette revue a changé, s'est métamorphosée, mais la science est restée toujours rigoureuse, rigoureusement présentée, rigoureusement recherchée. Donc, et ça, de génération en génération, on peut dire. Alors, cette revue est toujours internationale, c'est-à-dire accueille les articles de partout. Et elle est bilingue. Hein, elle accueille des articles aussi bien en français qu'en anglais. Et son comité de rédaction, parce que les articles ne passent pas comme ça, donc vous envoyez un article et puis vous espérez que ça va passer. Non, il y a un comité de lecture, un comité de rédaction international, où il n'y a pas que les compatriotes congolais, professeurs, mais aussi d'autres Africains et africanistes, spécialistes, experts dans leur domaine, qui lisent et qui acceptent, qui font des remarques avant qu'un article puisse paraître. D'ailleurs, dans le dernier numéro qui vient de paraître de la nouvelle série, on a recommencé une nouvelle tomaison et une nouvelle numérotation. Donc le dernier numéro qui est apparu pendant le confinement, au mois d'avril 2020, on voit qu'on travaillait même pendant le confinement. Alors ce dernier numéro donne le protocole de rédaction. Donc pour ceux qui voudraient écrire, envoyer leurs articles, le protocole de rédaction est indiqué. Et d'ailleurs, ce protocole de rédaction est aussi sur le site de l'UCC, le site de l'UCC qui a une rubrique sur le CERA et où on donne aussi les objectifs du CERA et le protocole de rédaction. Professeur André, vous parlez de cahier de religion. Oui, votre dernière publication, vous accusez l'Africain noir de connaître Dieu et de ne pas lui rendre un culte. En longueur de journée, nous plaignons d'être dérangés. J'exclus l'Église catholique, puisque l'Église catholique respecte, au-delà de ses cloches, qui rappellent aux uns aux autres l'heure de culte, les églises remplies de monde, de baffles, et nous entendons de gens chanter, prier à la gloire de l'Éternel. Est-ce ils ne rendent pas un culte à Dieu leur créateur? Bon, merci pour cette question. Donc vous parlez d'un des articles qui sont contenus dans ce numéro de la revue, nouvelle série, numéro 1. C'est l'article de Benjamin Akotia, qui est un professeur togolais, mais qui actuellement est le doyen de la faculté de théologie à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, et qui est membre aussi de rédaction de cette revue. Ce professeur est théologien et ethnologue. Et ce qu'il étudie, la question qu'il se pose, d'ailleurs dans mon éditorial, je dis, c'est une question inattendue, mais c'est une question qui doit être bien comprise. Il ne parle pas des églises. Il se pose la question sur l'Africain traditionnel. Ça ne concerne pas l'Africain d'aujourd'hui. Donc, pourquoi, alors que l'Africain traditionnel... Son intitulé, il a parlé de l'Africain noir. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez relire l'introduction? Voilà. Il dit ceci. Pourquoi les peuples d'Afrique noire connaissent Dieu sans lui rendre un culte? Alors, il ne parle pas des peuples en tant que chrétiens, musulmans. Non, non. Les peuples avec les religions africaines, ce qu'on appelle les religions africaines, ces peuples-là connaissaient Dieu. Ils lui donnaient un nom. Hein? Donc, Zambé, tout ça, ce n'est pas... Zakombe, tout ça. Tous ces noms, Mungu, Imana, tous ces noms-là, ce n'est pas les étrangers ou les missionnaires qui nous les ont apportés. Ils les ont trouvés dans nos cultures. Donc, nos peuples connaissaient, avant la colonisation, avant le christianisme, avant l'islam, ils connaissaient Dieu.
mais il n'y avait pas un culte organisé, un culte rendu à Dieu. Et lui, il se rend compte qu'il y avait plutôt un culte rendu aux ancêtres et aux génies. En bon ethnologue, il se pose la question. Donc il n'affirme pas, il dit pourquoi ça? Et il fait une hypothèse, ça c'est de la science. Il fait une hypothèse. Et son hypothèse, parce que j'ai lu en tant qu'éditeur, j'ai lu tous les articles pour les accepter. Donc son hypothèse, c'est que on rend un culte à celui qui vous a donné la terre. Or, dans la religion traditionnelle africaine, la terre, on l'hérite des ancêtres ou des génies. C'est pourquoi, c'est son hypothèse en tant qu'ethnologue, s'il n'y avait pas un culte organisé à Dieu, et pourtant on connaissait Dieu, c'est parce qu'il y a le rapport d'hospitalité. Donc le culte, c'est comme le lieu d'hospitalité où l'homme accueille celui qui l'a accueilli. Donc il accueille dans le culte celui qui l'a accueilli sur la terre, sur le territoire. Merci beaucoup, professeur. Autorisez-nous d'échanger un peu avec Madame la professeure. Ah, ça me dérange un peu, hein, Madame la professeure. Madame Claudine, merci beaucoup, professeur. Alors, présentez-nous la faculté de l'économie de développement. Plusieurs produits, plusieurs étudiants sur le marché, mais à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, l'économie de mon pays n'arrive toujours pas à trouver le schéma. Professeur. Oui, merci. Je vais d'abord me présenter parce que je vais suivre mon aîné qui a aussi circonscrit sa personne. Donc, je suis le professeur Claudine Chimanga. Je suis secrétaire académique à la faculté d'économie et développement et aussi coordonnatrice de l'Observatoire de politiques économiques et de développement. Et donc, la faculté d'économie et de développement est une faculté qui a été créée en 1989. La première promotion est celle de 1990. Et à l'époque, c'était les sciences et techniques de développement. Et moi, je suis issue de cette première promotion. Et il y a eu plusieurs révisions de programmes parce que l'UCC tient à répondre vraiment aux besoins de la communauté. Donc, on a, après avoir produit les premiers fruits, et on a essayé d'évaluer pour voir si sciences et techniques de développement qui répond vraiment à l'attente de notre alma mater, si c'était bien compris par le public. Et il s'est avéré qu'on confondait un peu nos produits, nos fruits, avec ceux des instituts supérieur. Or ici c'est pas un institut supérieur, c'est une université. Et cela, suite à la discussion avec nos différents étudiants, nous a emmené à modifier notre dénomination des sciences et techniques de développement à la faculté d'économie et de développement. Ce n'est pas économie du développement, mais c'est économie et développement. Alors, aussi dans le cadre de cette révision, notre programme s'est aussi modifié. Donc, on est passé de STD qui avait un autre programme, FED qui a aussi un autre programme. Et dernièrement, on a révisé le programme pour répondre aux besoins de l'UCC. Notre pays est potentiellement riche en ressources naturelles, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à bien le gérer et à en profiter. Donc, nous avons créé, il y a 6 filières qui répondent vraiment aux besoins de notre faculté. C'est que nous avons la filière économie rurale, environnement et gestion des projets. Nous avons la filière économie quantitative et gestion informatique, pour quand même qu'on ait des étudiants qui aident aussi dans ce sens-là. Nous avons la filière finance, banque et assurance. Nous avons la filière économie, commerce et coopération internationale. Nous avons la filière économie publique et gestion des ressources naturelles. Et ça, ce sont des modifications qui datent de 3 ans. 3 ans plus ou moins. Donc ça, c'est pour circonscrire un peu la faculté. Et nous avons l'Observatoire des politiques économiques et de développement humain, qui est en fait la branche scientifique de notre faculté. Et l'Observatoire produit
entre autres, il y a la revue Afrique et Développement. La première production date de 1993, plus ou moins. Et nous avons notre dernière production qui a voulu répondre aux besoins de l'émergence de notre pays, où nous avons plusieurs auteurs qui ont essayé de nous donner des réponses à la question de savoir comment faire pour que notre pays soit émergent d'ici 2030. Donc c'était un appel qui avait été lancé et nous avons obtenu plusieurs articles, mais tel que mon aîné l'a indiqué, c'est que nous tenons au niveau de l'Université catholique du Congo d'avoir une revue qui produisent réellement des articles qui soient des articles objectifs et scientifiquement de haute valeur. Donc nous ne publions pas tout. Il y a une équipe, un comité de sélection qui existe et il y a un comité de lecture qui n'essaye pas, mais qui lit les différents articles, qui discute avec les auteurs pour voir lorsqu'il y a des difficultés, orienter les auteurs à les améliorer si c'est nécessaire. Et ce n'est qu'après acceptation de l'article qui, du point de vue scientifique au niveau international, répond vraiment aux critères que nous publions les articles qui sont sélectionnés. Et là, nous avons 2 appels en cours. Nous avons un appel qui est vraiment ouvert parce que là, nous voulons répondre à l'éméritat d'un de nos aînés, le professeur Okana. Donc, nous avons un mélange qui est en lecture actuellement. Les articles sont en lecture et ça sera publié cette année. Mais en plus de cela, nous avons lancé un appel au transfèrement. C'était l'appel à contribution par rapport au dossier lié au transfèrement des eaux du bassin du Congo. Donc là, on a aussi un appel qui est lancé. Nous avons déjà reçu plusieurs articles qui sont en lecture et lorsque ça sera sélectionné, donc normalement, on se dit d'ici janvier, nous aurons 2 publications en plus de celle qui est produite. Mais en dehors de cela, nous avons pendant le confinement, et jusqu'à présent, nous continuons à le faire, puisque la faculté tient, c'est pour ça qu'on dit Observatoire des politiques économiques et de développement, c'est qu'on veut vraiment agir non pas seulement dans le cadre de la réflexion, mais aussi dans le cadre de l'action. Nous réfléchissons, mais nous proposons des choses. Et c'est dans ce cadre que lorsque notre pays a eu à faire face à cette crise sanitaire de la Covid-19, l'Observatoire avait jugé bon, étant donné qu'on était tous confinés, de voir comment est-ce qu'on pouvait réfléchir à la sortie de crise. Donc nous avons organisé hebdomadairement un webinaire, des vidéoconférences, on a eu en moyenne 50, 60, ça dépendait en fait du sujet, participants. Mais ce ne sont pas seulement des participants du Congo, mais on a vraiment eu un parterre de participants, Canada, États-Unis, vraiment tout le monde, et même des intervenants. On a des intervenants qui sont des professeurs congolais, des doctorants, mais nous avons aussi des intervenants qui sont italiens, ou d'autres nationalités. Donc, nous avons organisé jusque-là plus ou moins 12 webinaires portant principalement sur la sortie de crise et dans différents domaines, que ce soit au niveau de la santé, on a eu des médecins qui ont intervenu, au niveau économique aussi, on a eu des personnes, et nous avons aussi organisé un autre webinaire vraiment pour les 60 ans de notre pays. Et ça aussi, ça a été organisé. 12 au total, professeur, avec quel impact sur le redressement de l'économie de mon pays? C'est ce qui me préoccupe moi. On a de doyens, de professeurs à l'UNIKIN, mais aujourd'hui nous parlons de l'UCC, puisque nous recherchons la solution sur le redressement de l'économie de la République démocratique du Congo. 12 conférences, 12 webinaires au total organisés, mais avec ou pour quel impact sur l'économie de mon pays? Oui, c'est pour un impact réel, raison pour laquelle la plupart des webinaires sont enregistrés et nous les mettons à la disposition de nos autorités par les moyens qui existent. Et là, on est en train de préparer un rapport parce que ce sont des documents et lorsqu'on les envoie, on n'est pas nécessairement sûr que ça a été vu, bien que c'est reçu. Donc actuellement, l'Observatoire est en train de faire justement un rapport qui sera déposé officiellement auprès des autorités, soit à la présidence ou encore au niveau du ministre de l'économie, pour qu'ils voient dans quelle mesure utiliser
et les différentes solutions, les différentes propositions qui ont été faites pendant ces webinaires. Parce que l'objectif de ces webinaires, on a été très clair, c'était de dire que nous ne sommes pas dans un type de conférence où on vient pour critiquer et pour voir si l'intervenant connaît sa matière ou pas, mais c'est vraiment organisé dans le sens où nous voulons que les différents intervenants, celui qui intervient et les participants apportent une solution pratique aux problèmes congolais. Et c'est cela sur lequel on est en train de travailler et on poursuit. La prochaine fois, on aura comme invité, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui a donné déjà son accord. Mais donc, il viendra aussi nous dire comment est-ce que concrètement on peut arriver à cela. Madame la professeure, affirmeriez-vous que la faculté d'économie et développement, en tant que pionnière du domaine dans le monde scientifique de notre pays, à travers les publications contenues grâce à son observatoire, quantifie-t-elle à suffisance les différentes thématiques posées par les problèmes de notre pays, pourquoi pas à travers le continent et le monde? Comment quantifiez-vous ces thématiques-là à travers vos publications? Oui, en fait, nos publications, parce que quand on parle de développement, eh ben, c'est tous les domaines. Lorsqu'on parle du développement, on a le côté social. On ne peut pas parler de développement sans parler de la santé. Vous avez même une publication, j'espère qu'on l'a, qui traite de la médecine traditionnelle. Là, c'était de l'abbé Ludiongo, c'était vraiment la médecine traditionnelle. Et ça a été publié chez nous. On a ici la lutte contre la pauvreté. Ça date de 2007. On donnait déjà des solutions. Nous avons stratégie de coexistence interethnique, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de crises chez nous. Donc on a publié sur cela. Nous avons les défis politico-administratifs. Là, c'était pour préparer la décentralisation, lorsqu'on en parlait encore. Donc on avait déjà réfléchi à cette thématique. J'aimerais bien que vous nous épargniez de la décentralisation. Professeur, je veux revenir sur la coexistence ou la cohabitation interethnique. Oui. Ben, au cours de votre réflexion, comment avez-vous jugé la cohabitation entre l'ethnie? Là, vous me sortez vraiment de mon domaine. Il y a des aspects politico-administratifs. Voilà, il y a des aspects politico-administratifs et puis c'est un domaine qui est très sensible. Et je pense que ça mérite peut-être toute une séance. Et là, si vous m'inviterez dans le cadre de cela, je donnerai mon avis. Monsieur l'abbé Sentedi, en parcourant les publications, nous découvrons qu'il y a de richesses que vous ne mettez pas à la disposition de Congolais et de Congolaises. Aujourd'hui, nous nous entretuons à cause de guerres ethniques. Alors que dans vos réflexions, vous avez de pistes de solutions. La décentralisation qui connaît des difficultés pour se mettre en place, pour prendre place au jeu, s'il faut le dire ainsi, ben, vous avez réfléchi là-dessus bien avant. Pourquoi vous nous privez de la science et de vos connaissances en cachant vos publications? Et à cela se rajoute une question. Parlez-nous de la philosophie. Mosé Laurent-Désiré Kabila, un grand penseur, un philosophe qui a projeté le futur du Congo, mais de nos jours, nous avons comme l'impression la philosophie que nous apprenons au niveau des universités ne profite plus au développement du Congo. Alors, merci pour votre question. Il faut dire d'emblée que l'université ne cache pas ses publications, absolument pas. Nous avons des publications et nous les mettons vraiment au service de la nation. Donc, dans les bibliothèques, dans les lieux de vente, dans les conférences. Nous avons même un service du CEDIP, un service de diffusion et de publication au sein de l'université. Mais tout le problème, c'est aussi de savoir qu'est-ce que les décideurs ou les gouvernants, ou ceux qui nous gouvernent font de ces publications, font des productions scientifiques, non seulement de l'ICC, mais même de l'UNIKIN et d'autres universités. Donc il doit y avoir quand même une corrélation entre ceux qui
Or, la géopolitique, ce qui gère la cité, hein, ce qui nous gouverne, et les universités. Parce que l'université ne peut pas prendre la place de la politique. L'université fait la recherche, l'enseignement et disponibilise le fruit de sa recherche de philosophie, d'être vraiment une philosophie qui pense nos réalités africaines, qui étudie nos cultures africaines pour apporter, comme on pourrait dire, au rendez-vous du donner et du recevoir, pour apporter aussi notre contribution, non seulement au développement de la RD Congo, mais aussi au développement de l'Afrique, de l'humanité, hein, pour une Afrique nouvelle et pour une humanité nouvelle. Et donc, dans ce sens-là, nos philosophes, nous avons d'ailleurs les 2 publications, ils ont fait un cahier de mélange à 2 professeurs qui étaient admis à l'Émérita, les professeurs Georges Ndumba, le professeur Akenda, sur sciences et culture. Hein, penser sciences et culture, penser langage, herméneutique et culture. Parce que la culture, en fait, c'est l'ensemble des réponses qu'un peuple donne à ses problèmes d'habitation du monde. À partir de colérer, habiter, comment un peuple habite le monde. Et donc, nos philosophes, dans les différentes publications, dans la revue philosophique avec les thèmes variés sur l'herméneutique, sur l'avenir, sur la coexistence pacifique, ont pu mettre à la disposition du peuple, du public, des outils nécessaires qui pourront nous aider, tant soit peu, à avancer sur ce terrain de la cohabitation pacifique et de la construction de la paix. Et donc, ce que Mouzé a dit, ce qu'il a permis de mettre en branle, hein, tout cela est à l'étude dans notre université. Nous ne laissons pas de côté ce qui s'est fait au niveau local, au niveau du peuple. Plusieurs publications, mais pourquoi avoir accepté une publication qui ne s'intéresse aux jeunes Pema? Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, dans l'ex-Grand Katanga. Parmi vos publications, vous parlez de l'initiation de jeunes Pema, ok? Tradition et modernité. Pourquoi rien que le jeune Emma? C'est l'initiation à quoi? Alors, je laisserai le directeur du SERA, il en parlera, mais tout ce que je peux dire à ce sujet, ce que vous nous dites, c'est que le passé, l'histoire est à l'homme, ce que la sève est à l'arbre. Si nous ne savons pas d'où nous venons, comment nous saurons où aller? Et donc, il faut des études sur nos peuples, sur nos cultures, sur nos traditions. Vous faites allusion là à la thèse de Monseigneur Nestor Ngoy. Et donc, les cahiers des religions africaines ont publié, le directeur en parlera, ont publié cette étude, cette monographie dont nous avons parlé, des études rigoureuses, sérieuses, vigoureuses sur un peuple pour savoir comment cette tribu-là initier les jeunes pour qu'ils deviennent des responsables dans la société. Voilà. Donc nous avons du trésor à tirer. L'initiation africaine. Nous avons aujourd'hui des problèmes avec les jeunes Koulouna, avec une jeunesse désœuvrée. Mais regardons un peu d'où nous venons. Comment on a initié des jeunes pour qu'ils soient des responsables dans la société? Est-ce qu'il n'y a rien à tirer là? Est-ce que ça ne peut pas nous servir? Parce que le passé n'est pas derrière nous, il est en nous. Le souvenir est à l'homme, ce que la sève est à l'arbre, sa source vitale. Et donc, souvenons-nous d'où nous venons et voyons qu'est-ce que maintenant nous pouvons. Il ne s'agit pas simplement de reprendre comme tel, mais avec les défis aujourd'hui, avec les transformations, qu'est-ce que nous pouvons prendre de ces trésors culturels pour affronter nos défis d'aujourd'hui? Le professeur Kabasele. Nous nous tournons vers le professeur Nzabi André Kabasele en posant une question. Professeur, face au monde scientifique universel, quelle est la portée, la grande contribution des publications des cahiers des religions africaines dans ce monde scientifique? Donc, les publications du centre d'études des religions africaines. Mais j'aimerais revenir sur la question posée par notre ami, donc qui se demandait pourquoi tout d'un coup là, il voit un titre sur l'initiation chez les jeunes Emma. Alors il s'est demandé, mais pourquoi seulement on a étudié ce peuple-là et pas les autres et tout ça. Voilà, en présentant
les projets et les objectifs du Centre d'études des régions africaines, j'ai dit, et je lance cet appel aussi aux chercheurs, que le centre publie les ouvrages, les monographies sur les croyances, les coutumes, les religions, bref, les cultures africaines. Ça ne doit pas être nécessairement culture en général, l'Afrique en général, mais ça doit être des monographies sur tel point, sur tel peuple, etc. Par exemple, je vois, dans ce qu'on a déjà publié, dans cette collection-là qui s'appelle Bibliothèque du Sera, et j'ai mis tout ce qui est déjà publié, les ouvrages, les monographies, sont au nombre de 18 depuis le début. Donc, alors, je vois par exemple des études comme, je cite pour qu'il soit apaisé, qu'on étudie qu'on étudie d'autres peuples que seulement les Eba. Donc, la dynamique de la personne dans la religion et la culture Tétéla. Voilà, ça c'est Djomolola qui est évêque aujourd'hui. Et puis, voilà par exemple un autre mouvement messianique et protestation sociale, c'est le professeur Mouenebatende de l'Unikin, le cas du Kikawala chez les Koumou du Zaïre. Chez les Koumou. Ou encore un autre titre, la parenté comme système idéologique, essai d'interprétation de l'ordre lignagé chez les Basakata. Donc on n'étudie pas seulement. C'est invitation donnée à tous d'étudier tous les peuples. Nous avons là un ouvrage bibliographique sur toute la bibliographie chez les Baches. Donc nos peuples ne sont pas suffisamment étudiés. Vous savez, je le dis dans mon éditorial à ce numéro, j'ai dit ceci. Les connaissances que nous avons aujourd'hui, les connaissances de nos cultures, de nos peuples, viennent des missionnaires d'antan là. Hein? Donc les premiers ethnologues, c'était ces missionnaires-là qui ont approché nos cultures et qui ont écrit. Mais attention, avec certaines limites. Pourquoi? Parce que ces missionnaires voyaient nos cultures avec les lunettes de chez eux, avec leur manière de voir. Et peut-être qu'il y avait eu des malentendus sur certains aspects de nos cultures. Pourquoi nous-mêmes, nous ne reprenons pas à nouveau frais ces études-là? Il y a un chantier vaste, inexploré. Donc il y a encore matière à explorer, à étudier, à approfondir. Donc le professeur, le recteur de l'Université catholique du Congo, le professeur Santé, l'a dit. Donc il y a encore du chemin. Donc le passé, on doit l'explorer pour se comprendre et pour préparer l'avenir. Vous voyez par exemple, moi je me demande toujours, ici à Kinshasa, à l'occasion des funérailles, heureusement que le confinement va peut-être nous aider à améliorer, quand on voit le comportement par rapport au cercueil, les jeunes et le cercueil, et on lit dans les ouvrages ethnologiques que les Africains respectent beaucoup les morts. Et quand on voit les jeunes courir avec un cercueil en criant, je me dis, mais où est ce respect pour les morts que nous lisons dans les ouvrages écrits par les ethnologues européens, qui étaient étonnés, émerveillés de voir le respect qu'on donnait aux morts et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est autant des défis qui montrent que nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tout d'un coup on ne respecte pas? Pourquoi tout d'un coup on peut trimballer un cercueil? Moi ça me fait toujours mal au cœur. On trimballe un cercueil, on court et on revient avec ça, etc. On crie. On dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce que la personne qui est là risque de se réveiller, de dire laissez-moi en paix? Il nous reste quelques minutes pour la fin de ce magazine. En guise de conclusion, professeur Abbé André Kabasele, quel était nono de ces publications scientifiques? Voilà ce que moi, oui, merci beaucoup parce que c'était l'essentiel de notre émission. Parler des publications scientifiques, alors, il faut ajouter, c'est un scientifique de l'université. On a affaire au professeur de l'université catholique du Congo. Et comme l'a dit si bien le recteur, c'est dans tous les domaines. Ici, ce qui est impressionnant, et qui m'impressionne moi-même déjà, c'est que chaque faculté publie. Presque chaque faculté a sa revue. Donc et chaque faculté organise ses séminaires scientifiques, ses colloques, ses congrès, qui publient les actes. Donc c'est pourquoi
les publications sont prolifiques à l'UCC. Maintenant, on en a parlé, mais j'aimerais dire que nous faisons un effort de faire connaître les publications. Et déjà, cette émission, c'est ça la raison d'être de notre émission d'aujourd'hui. Bon. Mais nous avons une librairie ici. Malheureusement, si vous allez dans les librairies qui sont à travers la ville, il y en a. Mais il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des librairies. Donc on aimerait bien entrer dans un supermarché que dans une librairie. C'est pourquoi à l'occasion de cette émission, nous faisons appel surtout aux jeunes de fréquenter les librairies. De fréquenter les librairies, d'aller feuilleter les ouvrages, d'aller voir les titres des ouvrages. Bon. Et l'UCC organise de temps en temps des ventes promotionnelles où on rabat les prix. Et je pense que à l'occasion de ces ventes-là, on pourra toujours passer par ces émissions, votre émission, pour annoncer qu'il y a vente promotionnelle, pas seulement à l'intention de nos étudiants, mais aussi à l'intention des étudiants des autres universités et pourquoi pas du grand public. Donc à cette occasion-là, on fera du bruit pour que les gens viennent profiter du rabattement de prix et se procurer des livres. Professeur Abbé André Kabasele, merci pour cette très bonne conclusion. Je me tourne du côté de Madame la professeure Claudine Chimanga. En guise de conclusion, quels sont les traits distinctifs des publications de l'Observatoire, votre faculté, la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo? Oui, vraiment les caractéristiques des publications de l'Observatoire, c'est la vision développementaliste de notre pays. Donc toutes nos publications tournent autour de cela et nous avons un pays qui est très riche. Il a une richesse humaine importante, il a une richesse en ressources naturelles. Et comment faire pour les exploiter et qu'on arrive à ce que nous ne soyons pas comptés parmi les derniers, mais que nous soyons vraiment au sommet du monde. Et on le mérite parce que nous avons, comme disent certains chimistes, que nous avons la carte des chimistes. Je n'ai pas fait la chimie. Donc nous avons tous les éléments chimiques ici. Le tableau de Mendeleïev. Voilà, le tableau de Mendeleïev, nous l'avons ici. Tous les éléments sont ici. Et donc la RDC mérite vraiment d'exploiter tous ces éléments pour qu'ils soient catégorisés parmi les pays les plus riches de ce monde. Ça me révolte. Ça me révolte. Plus de 60 ans d'indépendance. Nous ne parlons que d'un Congo potentiellement riche, pas réellement. C'est tout ce que vous enseignez à vos étudiants à la faculté de l'économie et du développement. Donc nous attendrons de ces étudiants que vous allez lancer sur les marchés, les économistes de demain, de promesses qui ne vont jamais aboutir. Justement, la faculté vient répondre à cette révolte. Parce que nous sommes aussi révoltés de voir que nous sommes immensément riches et qu'on n'arrive pas à transformer cette richesse en réalité, en création de richesse en fait. Donc nous avons une potentialité qui ne crée pas de la valeur ajoutée. Et nos étudiants sont formés à créer de la valeur ajoutée. Je vous ai parlé de six filières. Nous avons on parle de la diversification économique. Et nous sommes justement dans cette diversification. Donc nous formons nos étudiants dans la pratique, pas seulement dans la théorie. Nos étudiants sont en stage professionnel et assez régulièrement. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas sortir un produit qui n'est pas adapté. Donc nous les mettons dans des conditions pour que nous puissions arriver à créer cette valeur ajoutée qui est très importante pour notre pays. Et je vous ai dit aussi que nous avons cette filière économie publique et gestion des ressources naturelles. C'est cette révolte de dire mais comment est-ce qu'on peut être aussi immensement riche mais qu'on n'arrive pas à le transformer. Donc nous y travaillons aussi dans l'entrepreneuriat. Nos étudiants sont formés pour entreprendre et non pas pour chercher un emploi. Donc lorsqu'ils sortent d'ici, nous attendons d'eux de créer des entreprises. Et nous prenons des contacts, nous sommes en relation avec quand même des structures de banque pour voir dans quelle mesure cela peut se faire. Il y a la FOP, je pense,
qui est une structure de l'Église catholique, qui est là aussi. Donc, nous essayons avec, il faut dire que l'université catholique est une université catholique, c'est pas une université publique. Nous avons des moyens limités et nous espérons justement que l'État va nous aider dans notre projet qui est d'être vraiment la alma mater et la lumière sur le fleuve. Merci. Nous revenons. Monsieur l'abbé Saint-Eddy, quel intérêt, 63 ans après, un parent que je suis, ma fille aînée vient de décrocher son diplôme d'État, quel intérêt moi je trouverais d'envoyer ma fille à l'université catholique? Et il est vrai que la faculté de l'économie essaye de nous emballer dans des théories économiques pour nous présenter tout ce qu'il y a de beau, alors qu'après ce qu'il y a de beau, il n'y a rien de beau. Mais qu'est-ce que mon enfant, mon fils, ma fille, je parle de ma fille parce qu'elle vient de décrocher son diplôme d'État, peut trouver d'intéressant une fois ici chez vous, à la Première Rue ou encore à Montgafouille? L'université est un lieu de lumière. Et l'Université catholique du Congo a justement pour devise Lumen Super Flumen, c'est-à-dire la lumière sur le fleuve. En accueillant un jeune homme ici, une jeune fille, nous voulons le former, la former à devenir lumière. Vous savez, la lumière a comme 3 fonctions. La lumière indique le chemin. Quand il fait noir, vous allumez une bougie, une lampe pour connaître le chemin. La lumière donc a une fonction, cette fonction-là d'indiquer le chemin. La lumière a une fonction éthique, de chasser les ténèbres. Les voleurs cherchent l'obscurité pour venir voler. Et la lumière, justement, chasse les ténèbres, apporte on pourrait dire la vertu, les valeurs, cette fonction éthique. Et la lumière sert la vie. On apprend que pour les prématurés, pour les maintenir à la vie, on met la lumière. Ceux qui élèvent des poussins, ils mettent la lumière. Et donc nous voulons, en accueillant un jeune homme ici, lui indiquer le chemin, lui apprendre des valeurs, et lui apprendre à être au service de la vie, à travailler pour la vie. Et donc l'université catholique veut être ce germoir, pépinière, pour l'éclosion d'une nouvelle élite, l'élite congolaise, cette élite qui doit être le bâtisseur, j'allais même dire le tricoteur, celui qui tricote l'avenir, un avenir que nous voulons différent de cet avenir des Congo des larmes, des Congo des pleurs, des Congo des cris, des déceptions, un avenir des Congo, je dirais, politiquement solide, économiquement viable, socialement respectable. Non plus ce Congo qui est socialement grabataire, économiquement poachorcorier et tout cela, non. Anémique. Voilà ce que l'idéal que ces éminents professeurs, ces collègues qui se donnent à la faculté d'économie, des droits, des théologies, des philosophies, des sciences, veulent répondre à cela. Cette université est un lieu de lumière. Quelqu'un a dit que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Un autre a dit que les Africains ne font que subir leur destinée. Eh bien, en réponse à cela, nous disons non. Nous formons des gens qui doivent être des bâtisseurs, d'où le christianisme est destiné pour l'Afrique, qui doivent être les bâtisseurs de cette destinée, qui soit une destinée meilleure pour nos enfants, votre fille en l'occurrence, pour le Congo, pour l'Afrique et pour l'humanité. Tant soit peu, nous sommes sur ce chemin, voilà, et nous croyons que nous sommes sur le bon chemin. Alors donc, porte ouverte à tous les jeunes qui rêvent d'être les bâtisseurs de l'avenir meilleur. Venez à l'Université catholique du Congo. Vous allez rencontrer des éminents professeurs qui sont à vos écoutes d'abord. Ce n'est pas des éminents qui viennent simplement bourrer des jeunes, mais qui sont à l'écoute des jeunes pour que l'université soit non simplement un lieu de transmission du savoir, mais aussi de fabrication du savoir.
Nous allons fabriquer ensemble ce savoir pour un Congo plus beau qu'avant. Ainsi, nous arrivons au terme de cette émission. Nos remerciements à l'endroit de nos éminents professeurs, Monsieur l'abbé, professeur André Kabasele, directeur du Centre d'études de religion africaine, également Madame la professeure Claudine Chimanga, académique de la faculté de l'économie et développement, membre de l'Observatoire également, ainsi que Monsieur l'abbé, professeur recteur Léonard Santedi. Nous remercions notre confrère de la télévision nationale, Serge Kaloubi, et dans les questions assez pugnaces, ont contextualisé la portée de ces publications scientifiques de l'UCC dans le cadre des problématiques de notre pays. Merci à lui, cher Serge. Merci Hugues et merci. Je vais parler quoi? Des éminents professeurs, non, à la crème intellectuelle de la RDC. Et ils nous apportent des éléments de réponse à nos problèmes. Mais j'aimerais bien que leurs réponses puissent trouver corps pour que le Congo puisse décoller pour une fois. Voilà. Quant à nous, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes en compagnie. Vous suivez cette émission à l'international, sur la télévision nationale, ainsi que sur la télévision catholique Elikia. Portez-vous bien. Université